Bonjour Romuald, je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va découvrir ton histoire de transition, une histoire assez atypique puisque tu vas nous raconter ce que tu fais maintenant et ce sera une histoire vraiment inspirante. Bon, moi je sais hein, parce que je connais Romuald, mais vous verrez, c'est une histoire très très inspirante avec un parcours est plein d'atypisme. Romuald, je te laisse te présenter et raconter ton histoire à tout le monde. Ah, super, merci, salut Ariane. Bah, écoute, moi je suis content de pouvoir partager ça avec toi, mais avec aussi tous ceux qui regarderont. Euh, En effet, ouais, mon histoire est atypique. Je pense comme toute histoire de transition, on s'attend pas à la suite. C'est-à-dire que quand on quitte un job, on s'attend pas à ce que cette personne fasse ça. Et donc moi j'étais consultant, j'étais manager dans une boîte de management consulting, donc le classique, hein, un cadre middle sup, voilà, poser le décor. Une équipe sympa, franchement, j'ai vraiment aimé mon travail. J'ai aimé mes collègues. On a passé vraiment de très très bons moments ensemble. Ils sont toujours des amis, hein. Et aujourd'hui, je fais des études de théologie en Angleterre, à Londres. Et donc, mon objectif, c'est d'être pasteur, donc de revenir en France et de travailler dans une église protestante dans un an, si tout se passe bien. Donc ça, c'est l'objectif. Et donc aujourd'hui, là, j'étudie. C'est la deuxième année que je suis en Angleterre. Et donc voilà un peu qu'est-ce que j'ai fait. C'est un parcours de combien de temps de les études? Donc c'est 2 ans. 2 ans. J'ai commencé en septembre 2019. Ouais, c'est ça, 2019. Donc je terminerai en juin 2021, cette année, D'accord. avec tous les défis, hein, parce que pasteur, tu n'as pas autant de. T'as pas des offres d'emploi sur Pôle emploi ou APEC de pasteur, c'est-à-dire que c'est pas aussi. Même LinkedIn, tu vois. Donc, il y aura des défis quand je reviendrai à la vie que je sortirai de la vie étudiante, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, je comprends. Et comment tu en es arrivé? Quel était le cheminement dans ta tête de te dire, OK, ça fait X temps que je travaille, donc après mes études, on va dire classiques, celles qui t'ont mené vers une carrière plutôt dans le business management, etc., consulting. Quel était le cheminement, le déclic pour te dire, bon, maintenant, c'est maintenant que j'arrête. Et c'est maintenant que je me tourne vraiment vers les études de théologie. Mm. Ouais, bonne question. Je pense comme, je sais pas, j'imagine que comme beaucoup de gens qui changent de carrière, de voie, euh, c'est nouveau et c'est pas nouveau. Moi, je suis devenu chrétien, j'avais 18 ans, 17 ans, et très vite, j'avais envie de travailler dans l'église, j'avais envie de servir l'église, et donc de m'orienter vers un ministère pastoral, de devenir pasteur d'une église protestante en France. Mais avec la vie, tu sais, on t'encourage à faire des études, parce qu'il y a quand même un risque quand tu es pasteur, encore une fois, c'est compliqué, d'une manière tu n'as pas les mêmes ressources financières, voilà. Donc on m'a encouragé à faire des études, ce que j'ai fait, et puis ensuite tu es pris dans le chemin de la vie. Mais ce côté où être pasteur ça a toujours été là quelque part dans ma tête. D'accord. Euh, Après, tu vois, les ressemblances avec mon métier d'avant, c'est que quand même, j'ai travaillé dans la supply chain, j'ai toujours travaillé en équipe, OK. j'ai toujours aimé collaborer, toujours aimé passer du temps avec les gens. Et je sais pas, cette passion, humblement, hein, je dis pas que j'aime les gens comme je le devrais, mais cette passion pour les gens, c'est quelque chose que je retrouve aujourd'hui. C'est aussi mon moteur OK. dans mon désir d'être pasteur. Tu vois, c'est Mhm. pour servir les gens, c'est pour ouais, aimer les gens comme je peux le faire. Ce que j'ai essayé de faire dans mon métier et être au contact avec plein de personnes différentes, ça a été quelque chose toi, c'est ressemblant. C'est pour ça que je dis que c'est pas nouveau dans un sens et il y a une transition c'est vrai, à un moment donné, c'est vrai que ça se divise en deux, mais ce côté-là est resté avec moi tout au long de ma carrière, même professionnelle, séculière.
après, j'ai dû faire un choix. C'est-à-dire que c'est sûr que tu passes d'un métier où consultant, tu gagnes bien ta vie. Moi, j'avais un appartement dans le Paris 17e, tout proche de l'Arc de Triomphe, un petit studio, mais enfin quelque chose de correct. J'avais aucun souci d'argent, aucun sujet de ce côté-là. Tu prends la décision quand même de faire des études, donc tu ne seras pas payé. Et puis ensuite, quand tu seras pasteur, de toute façon, moi, je vais diviser mon salaire par 4 ou par 5. Hein. Donc, il y a une appréhension. Mais en même temps, il y a un moment donné où tu te dis, si c'est vraiment ce que je veux faire, alors j'y vais. Quoi. Tu vois, il faut que j'y aille. En fait. Il y a quelque chose comme ça s'impose à toi à un moment donné. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mhm. À un moment donné, ça s'est imposé à moi. Je me suis dit, Romu, tu n'as plus le choix. Enfin, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus de fausses excuses. Tu as voulu faire ça, tu as aimé ça, et je pense que tu as des bonnes raisons de vouloir faire ça et d'aimer ça. Maintenant, tu n'as plus d'excuses pour te lancer dans cette voie-là. Parce qu'en plus, c'est ce que toi, tu aimes, et tu seras heureux là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose où j'ai l'impression que je serai le plus utile encore, tu vois. Donc, ouais, Oui, donc, tu nourris cette pensée jusqu'à ce que tu dises, bon, bah, là, j'ai plus le choix, il faut que j'y aille, quoi. Je sais pas, c'est pas très rationnel en même temps. mais si, puisque trouver un sens, la quête de sens est une des principales raisons pour lesquelles les gens choisissent de faire une reconversion et faire leur transition. Donc, parfois, on voit justement que c'est au profit de métiers qui ne sont absolument pas forcément au même niveau de rémunération que les métiers que ces personnes avaient avant. Donc, Mm. je pense que c'est plutôt universel comme constat chez les personnes Mm. qui changent de voie. C'est une fois qu'on a trouvé notre voie, trouvé un sens, Mm. bien ça va au-delà de purement ce côté très salaire, très financier. Donc, et comment tu le vis alors? Ok, même si tu te dis qu'il y avait de l'appréhension, mais au quotidien, maintenant que là, tu le vis en tant qu'étudiant en théologie en transition, cette baisse de revenus, est-ce que aussi tu as l'impression que ce que tu avais imaginé ou projeté de tes études, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu t'épanouis quand même? Est-ce que c'est ce que tout se passe comme tu l'avais imaginé ou est-ce qu'il y a des désillusions? Donc, est-ce qu'il faut de l'ajustement? Donc, comment ça se passe? Mm. Bonne question, bonne question. Donc, je regrette pas du tout mon choix. Je suis très content et aujourd'hui, je vis grâce à mes économies en partie, parce que j'ai pu faire des économies, j'ai travaillé 10 ans. Et puis, je vis aussi sur la générosité des gens qui me font des dons, sur la générosité d'organismes aussi en Angleterre, qui veulent voir l'évangile aussi proclamé en France et donc qui sont prêts à soutenir une personne comme moi, étudiant en Angleterre, et repartir en France pour annoncer l'évangile. Donc, j'ai des soutiens divers. Je veux dire, je suis à moitié-moitié, moitié soutenu par des dons extérieurs, moitié par mes propres économies. Donc, je ne regrette pas du tout. Il n'y a pas de surprise dans le contenu, il n'y a pas de surprise dans l'épanouissement. Je recherchais ça et j'en tire une grande satisfaction de pouvoir creuser la Bible. Donc, ça, c'est vraiment super. Il y a des défis que j'ai découverts que je n'imaginais pas. Par exemple, moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'équipes, avec beaucoup de personnes. Et tu sais, quand tu travailles dans les bureaux, tu produis des rapports, tu produis des analyses, voilà, tu produis. Ça, c'est vraiment un vocabulaire de consultant, ça. Tu produis, mais en fait, tu es interrompu toutes les 5-10 minutes, 15 minutes, tu vois, parce que tu as quelqu'un qui te pose une question, parce que tu as quelqu'un qui a un problème, parce que tu as quelqu'un qui rentre dans le bureau et juste qui te salue. Donc, on a interrompu en permanence. Et puis, en plus, on travaille beaucoup en équipe. Donc, tu produis un truc, mais tu veux un avis ou alors tu donnes ton avis. Donc, travailler en équipe, progresser en équipe, ça, c'est quelque chose qui était le cœur de mon business quand j'étais consultant. D'accord. Maintenant, étant étudiant, et même dans l'avenir, en tant que pasteur, il y a un gros travail qui est quand même solitaire. Je veux dire, quand tu veux prêcher sur un texte, quand tu veux annoncer l'évangile,
tu prends la parole et puis tu vas l'étudier pendant… Une prédication, pour moi, c'est 14 heures de boulot, 15 heures de boulot. 15 heures où tu es seul. Ah ouais, quand Alors, même. tu échelonnes, hein, tu vois, parce que tu Oui, vas étudier des textes, parce que tu vas regarder des commentaires, parce que tu vas regarder dans l'hébreu, dans le grec, tu vas regarder du contexte historique. Donc, tu vas t'enrichir quand même pour être suffisamment knowledgeable. Ça, encore un anglicisme. Mais voilà. Et donc, ce défi de travailler seul, en fait, c'est vraiment un défi pour moi. J'avais l'habitude d'être dérangé en permanence et d'avancer avec les gens. Et quelque part, c'est difficile de rester assis à son bureau pendant 2 heures et de faire qu'une seule chose. Donc ça, c'est un défi pour moi. Quelque chose que je n'imaginais pas, euh, mais que je relève et j'apprends. J'apprends à… Tu sais, au début, tu fais 40 minutes, puis après, tu prends une pause, puis après, tu arrives à rallonger un peu ton temps de travail, donc tu t'adaptes. Euh, le deuxième défi, je pense qu'il est culturel, mais ça, c'est parce que j'étudie dans un autre pays. oui, Euh, et donc, je n'imaginais pas, en fait, avoir une espèce d'isolement émotionnel. Enfin, je sais pas. Alors, en plus, tu as la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui, hein, mais oui, tu sais, quand tu vas dans une entreprise, tu prends le temps de t'adapter quelques semaines, quelques mois, mais après, très vite, tu plaisantes, tu vois, tu arrives à créer des liens. oui, Euh, le fait que je suis pas mon anglais, il n'est pas natif, oui, euh, tu vois, prend du temps avant que je puisse rentrer dans une salle et dire bonjour assez librement ou juste, tu sais, détendre l'atmosphère avec une petite blague et créer des liens. Et donc oui, ça tente un peu à t'isoler émotionnellement. oui. Ça aussi, c'est un défi. Et ça va Voilà, mieux? Au bout de la deuxième année, là maintenant, ça va mieux? ouais, oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis ironiquement ou paradoxalement, le Covid et la crise sanitaire fait que les étudiants, en tout cas ceux qui sont dans mon bâtiment, et on est il y a deux autres étudiants, on passe plus de temps ensemble, donc ça m'a permis de créer plus de liens. De toute façon, tout challenge, tu as des opportunités pour sortir quelque chose de bon, hein. Voilà, de cette crise, j'ai sorti des amitiés assez fortes, donc ça, c'était assez super. Ouais, c'est Mais bien ça. voilà. Voilà, donc tu anticipes des challenges, il y a des choses que tu sais comment ça va se passer. Il y a d'autres choses, tu sais pas, hein. Enfin, je veux dire, il y a des, voilà, et tu relèves, hein, tu relèves les défis. Ça m'inquiète pas plus que ça, si tu veux. C'est juste que il faut, je dois éviter de trop m'en demander en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire, c'est que Oui, quand je vois un peu la charge de travail, j'ai du mal à être concentré. Il faut que je garde à l'esprit que en fait, mon background, il est vraiment éloigné de ça. Et oui, donc, pas que je me batte de trop, tu vois, mais que oui, je fasse une progression, voilà, pas que ça me perturbe au-delà de outre mesure, quoi. d'accord. Et comment tes proches l'ont vécu quand tu leur as annoncé que tu voulais enfin faire ça, même si pour la plupart, ils savaient déjà que tu étais très proche de toutes tes questions autour de l'Église. Mais comment ils l'ont vécu quand ils se sont rendus compte que tu étais sérieux dans te lancer dans cette aventure? Est-ce que c'était du soutien? Est-ce que c'était du doute pour toi? Est-ce que c'était, comment ça s'est passé? Hmm. Well, well. Pardon. J'ai eu les deux réactions en fait. J'ai eu des personnes qui étaient très enthousiastes parce qu'elles savaient que j'aimais beaucoup ça. Mon frère, typiquement, lui est lui-même investi dans l'Église. Il a investi dans des associations aussi étudiantes autour de l'Évangile. Donc, il était très enthousiaste qu'enfin je fasse ce que je souhaitais faire. Et puis, j'ai d'autres personnes de ma famille qui étaient contentes pour moi parce qu'elles savaient que je ferais ce que j'aime, mais en même temps, qui émettaient des doutes du genre, ça va être plus compliqué pour toi financièrement, où on ne pourra plus faire ce qu'on faisait ensemble auparavant. Surtout qu'en plus, j'allais à quelques centaines de kilomètres avec la Manche et le Brexit. Euh, donc voilà, certains étaient, tout en respectant, tout en étant contents pour moi, mais avec un peu plus d'appréhension. Et ça Euh, vous a éloigné, cette appréhension? En tout cas, ce retour que tu as eu de ces personnes, est-ce que à force, ça vous a éloigné? non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, parce que je pense que, alors, en l'occurrence, c'était plus mon père qui était un peu dans ce. Tu sais, c'est le côté
parents, mon Oui, père qui était un peu plus forcément. inquiet, tu vois. Hmm, C'est normal. c'est Euh, normal. Pas du tout. On a une très bonne une relation forte de toute façon. Donc, mais ce qui était intéressant, c'est aussi de voir la réaction de mes collègues, de ma chef, typiquement. C'était assez intéressant. C'était même marrant. Euh, Comment à la ça? fois, tu avais le côté où ils savaient, tu vois, c'est pas surpris. Mhm. Pas surpris, mais surpris, quoi. C'est ah, ok. Ah, ok. D'accord. Ok. Et puis en plus, parce que je m'entendais super bien avec Macha, j'avais une chef excellente. Mhm. Donc j'ai quitté mon job vraiment avec. Je regrette pas de ma voix, mais j'aimais beaucoup mon métier, j'aimais beaucoup mes collègues. Donc ça a été une décision aussi où, tu vois, j'avais une bonne chose et une chose excellente, quoi. Oui, Donc oui. Donc, je ça a garde dû une bonne rendre, relation avec eux. oui, ça a dû rendre la décision quand même un peu difficile parce que parfois, pour certaines personnes, elles sont, on va dire, au bout du rouleau. Parfois, c'est une décision qui vient d'un burn-out ou d'une situation où on se dit, je ne peux pas tomber plus bas de toute façon. Il faut que je me reconvertisse vers quelque chose qui va m'apporter plus que la situation actuelle. Donc, pour certaines personnes, c'est ça. Et donc, c'est un peu, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est au moins, elles se disent qu'elles n'ont pas le choix que d'aller vers d'autres voies. Mais je suppose que ce que tu me dis là, ça a dû rendre la décision un tout petit peu plus difficile que ces personnes-là, par exemple. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et en même temps, je veux dire, parce que mes collègues, encore une fois, et ma chef et mon management de manière générale était voilà, bienveillant. Enfin, je veux dire, on avait des bonnes relations, on s'entendait bien. Donc, euh, j'avais un peu le regret de les quitter. En fait, j'avais l'impression de les quitter, pas de les trahir, c'est un trop grand mot, mais de les quitter, tu vois. Oui, Je savais très bien qu'ils n'avaient pas mal réagi, en revanche. Donc ça, c'était. Il y avait un côté un peu libérateur aussi. Je savais très bien oui, que je serais, ma décision serait bien accueillie. Et c'est juste moi, j'avais un peu l'impression de les quitter dans ce qu'on avait fait ensemble, quoi. d'accord. Et là, tu as à ta deuxième année, quelles sont bah, du coup les perspectives pour après, pour ton retour en France? C'est à horizon combien de temps? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as déjà des pistes? Comment ça se dessine? Alors, c'est très incertain. Très incertain. Pourquoi? Parce que d'abord, je le disais tout à l'heure, mais devenir pasteur, c'est pas simple. Parce que tu n'as pas des offres d'emploi sur les sites internet, parce que tu n'as pas, et surtout en France, tu n'as pas un package salarial où on te dit viens dans notre église et tu seras le pasteur de l'église, un des pasteurs de l'église sera payé tant, tu auras telle couverture sociale. Tu n'as pas ce genre de choses en France. En Angleterre, tu peux avoir ça, mais pas en France. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi c'est compliqué. La deuxième raison pourquoi c'est compliqué, bah, c'est juste à cause de la situation actuelle, en fait, hein. Oui, Moi, ouais, je suis censé finir mes études en juin. Euh, j'ai un stage que je devrais faire en mars-avril, mais tu vois, la période de stage est compliquée aussi. Donc, retourner en France en juin, dans cette crise-là, euh, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Alors, j'entame déjà des discussions avec des gens que je connais, d'accord, des gars super, hein, des personnes, mais ils ne savent pas non plus, tu vois. Donc, c'est l'incertitude complète. Je n'exclus pas rester peut-être encore 2 3 ans en Angleterre. d'accord, Pour aussi avoir l'expérience voilà, du ministère pastoral auprès de personnes ici. Pourquoi pas continuer un peu d'études. Euh, mais ouais, rien n'est. Je suis pas inquiet, parce qu'après tout, de toute façon, je veux dire, la décision a été prise, tu vois ce que je veux dire. oui, Donc, mais mais j'ai pas vraiment beaucoup. J'ai pas vraiment beaucoup de matelas si tu veux, pour voir venir les choses. Donc, oui, on verra. On verra. Rien n'est d'accord. fait. C'est très incertain. Ok. Et justement, tu parlais de personnes que tu as déjà, à qui tu as déjà eu à parler un peu de l'après, de la situation en France. Est-ce que tu as quand même
étendu un peu ton réseau? Voilà, est-ce que tu as découvert de nouvelles personnes qui peuvent être aussi à distance en France et tu as pris contact avec elles? Ou justement, est-ce que tu as élargi ton réseau en Angleterre pour te dire, OK, peut-être que je resterai ici et j'aurai une opportunité là parce qu'il y a cette personne que je connais qui pourrait m'être utile. Est-ce que le réseau est quelque chose que tu as développé ou pas du tout? Oui, 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 tout à fait. Bah, de toute façon, ça c'était aussi quelque chose qui était dans mon métier auparavant, hein, le réseau, les gens, tu vois, tout se fait comme ça, hein, parce que ouais, c'est un métier humain, hein. Mm. Donc, oui, oui, oui. Et puis, je connaissais déjà les gens avant, c'est-à-dire qu'avant de me lancer corps et âme dans cette vocation-là, euh, j'avais déjà occupé ce qu'on appelle parfois un pasteur-like, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas des personnes qui n'ont pas été, qui n'ont pas forcément fait des études, mais qui officient en tant que laïcs dans l'église, à la prédication ou choses comme ça. Donc, je connaissais du monde parce que j'ai toujours été impliqué dans l'église dès lors que je suis devenu chrétien. Mais aussi en Angleterre, c'est vrai que j'ai développé ce réseau. Et puis d'ailleurs, on nous encourage. Et puis parce que c'est dur de retourner en France, parce qu'on a des frères ici en Angleterre qui sont prêts à nous aider. euh, Si tu veux, on même nous encourage à élargir le réseau. Il y a plein de gens ici en Angleterre qui voudraient aider des Français comme moi, si seulement ils les connaissaient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il s'agit simplement de se faire connaître et puis de construire le projet aussi avec eux. Il y a de bonnes chances que si je reviens en France, je sois toujours soutenu en partie par des Anglais. Ouais, ouais, euh, mais C'est en une même bonne temps, chose. ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, ma vocation, euh, elle est en France, c'est-à-dire que mon cœur, il est pour la France, pour Paris, probablement, plus encore, pour être plus spécifique. Pourquoi? Donc, C'est pourtant pas, de mémoire, c'est pourtant pas ta ville de naissance. Pourquoi Paris? Parce que tu as, tu y as eu tes habitudes, tu as construit des choses à Paris. C'est pour ça? ouais, je pense que j'ai fait ma vie, enfin, tu vois, toute je veux dire, ma vie séculière de job, elle est à Paris. Mes amis sont là-bas. Et puis, moi, j'aime bien les gens. C'est-à-dire que quand moi, je me sens pas très bien, je vais dans la rue, je vais dans une rue où il y a plein de gens, même si je leur parle pas, tu vois, mais d'être un peu au contact. Oui, J'ai besoin oui. de cette effervescence, j'ai besoin de ces gens, tu vois. C'est Mm. quelque chose comme ça que je suis fait un peu. Donc, Paris me semble la ville idéale. Ah, c'est un beau projet. Bon, à voir si tu resteras plus longtemps en Angleterre, s'il y a plus d'opportunités là-bas ou pas. Et de toute façon, Londres aussi, pour la connaître, est très, très sympa dans cette... Oui, Donc, maintenant qu'on a vu un peu toute l'histoire de transition, ta perspective, euh, où, en tout cas, où et comment est-ce que tu te vois quand justement tu seras établi? En fait, je demande, je reformule. Imaginons le Romuald dans 1 an ou dans 2 ans. Qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qu'il verrait, qu'est-ce qu'il ressentirait autour de lui là et qu'est-ce qu'il dirait au Romuald de maintenant qui est en train de me parler? Ouais. Qu'est-ce qu'il dirait? je sais pas trop. La chose que j'ai envie, la chose que j'aurais envie que le Romuald d'un an ou 2 ans dise au Romuald d'aujourd'hui, c'est fais confiance à Dieu. On ne sait pas de quoi demain est fait. Je veux dire, on ne peut pas prévoir plus que ça. On a des ambitions, on a des projets, on a des envies, mais toi, en fait, la vie est très incertaine. Par contre, il y en a un qui est, lui, solide et qui connaît les choses, qui est digne de confiance. Voilà, c'est Dieu. Et donc, dans 2 ans et même dans 10 ans, j'ai pas envie de faire des projets, tu vois, où je me vois dans telle ou telle situation. Ce que j'ai envie, en tout cas, de me dire dans 2 ans, c'est fais confiance à Dieu. Continue avoir des désirs de poursuivre, tu vois, une carrière ou une vocation, c'est chouette. Maintenant, faut rester humble, quoi. Euh, je sais pas si ça va fonctionner. Je sais pas. Voilà, voilà. Je pense que ça vaut le coup de prendre des risques. Je pense que ce que je veux faire
vaut le coup de prendre le risque. Et donc, peu importe le résultat, je veux continuer de faire confiance à Dieu et de poursuivre cette voie-là. Et puis, si je dois l'aménager, si tu vois, il se peut que je revienne en France et qu'en France, je n'ai pas les fonds financiers pour devenir pasteur. Eh ben, pas grave, j'aimais bien mon métier de consultant, je reviendrai consultant et je serai toujours investi dans mon église ou dans l'église dans laquelle je serai, prêt à servir et l'église et les consultants avec qui je travaille. Tu vois, peu importe, enfin, je veux dire, Ce que tu dis là est très important parce que les gens qui veulent se lancer, ils ont parfois peur. En fait, on a peur de sortir de sa zone de confort. Mais c'est intéressant de voir que, et ce qui revient souvent chez toutes les personnes qui font une reconversion, c'est qu'elles se disent, OK, au moins j'aurais essayé. Si jamais quelque chose se passe mal, je préfère prendre le risque. J'aurais essayé. Je peux toujours revenir à ce que je connais, mais au moins je l'aurais fait. Et en général, on voit qu'elles ne regrettent pas et finalement, elles y arrivent. Donc c'est tout ce que je te souhaite. Et si tu avais un conseil justement pour ces personnes qui réfléchissent encore à se lancer, qui ont peur, qui ont des doutes, qui restent dans leur zone de confort, qui se disent, OK, c'est pas pour moi. Pourtant, même si on a beau leur montrer, et je te donne la parole, je te mets en exergue aujourd'hui pour montrer que on peut être comme toi et moi et réaliser nos rêves, donc vraiment ce qu'on veut. Mais parfois, ces personnes ont encore des blocages, ce qu'on appelle en développement personnel des croyances limitantes. Qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil pour justement qu'elles aussi se lancent et vivent? je pense qu'il ne faut pas se faire mal en même temps, tu vois. On est comme on est. Il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques pour un peu tout. Il y a des gens qui prennent des risques un peu moins facilement. On est comme on est, tu vois. Je pense que, par contre, si on a envie de faire quelque chose, il faut qu'on se penche sur la question, qu'on étudie la faisabilité. Alors, je ne suis pas là en train de faire des tableaux Excel. Hein. C'est pas en tant que consultant que je dis ça, mais je veux juste dire que si finalement je ne suis pas prêt à prendre des risques, eh bien, peut-être que je peux essayer de creuser cette passion, cette vocation. Mettons que je ne sais pas, moi, je voulais être boulanger. Eh ben, pas quitter mon travail, mais commencer à acheter les ingrédients pour faire du pain moi-même et pourquoi pas me rapprocher de gens qui font un peu de boulangerie et de faire ça un peu le week-end. Tu vois ce que je veux dire. On n'est pas obligé de tout arrêter d'un coup si on ne se sent pas prêt, tu vois. Donc, il ne faut pas se battre, il ne faut pas se forcer. Euh, Moi, ça m'a pris du temps, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai été impliqué dans l'église, j'ai prêché dans l'église avant de prendre cette décision un peu radicale de ne plus travailler du tout, en tout cas dans le monde séculier. Mais voilà, je pense que pas se fouetter, quoi. On veut faire quelque chose. Étudions, regardons si c'est possible, testons un peu. En fait, fais la transition à ton rythme. Mais étudie la transition. C'est bête de passer à côté. C'est vrai que tu as raison, c'est bête de passer à côté parce qu'on a ces croyances limitantes, comme tu les as appelées. Voilà, essaye de débloquer petit à petit ces choses qui te limitent, ces fausses croyances. Euh, Ce qui est important, c'est d'être en mouvement ou de tourner un peu. Toi, ce que je veux dire, c'est garde pas tes horaires, je ne pourrais pas y arriver, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué ou il y a trop gros risques. Non, essaye de juste évaluer un peu. Si tu penses que c'est pas le moment, évalue un peu, je sais pas, teste, tente. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et là, tu viens de donner un des conseils les plus précieux que tous les coachs en développement personnel peuvent donner à des personnes qui ont des blocages. C'est finalement, face à un objectif qu'on pense insurmontable, c'est souvent bien de faire les choses à notre rythme et de découper cet objectif par petits pas, de vraiment y aller pas à pas, de les faire à notre convenance. D'avancer et juste d'avancer, comme tu disais, juste d'avancer, de ne pas rester en place, avancer. Et forcément, on verra qu'il y aura des résultats ou des choses qui se mettent en place. Et donc, ça, c'est vraiment un beau conseil et qui est vraiment très inspirant. Et je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions aujourd'hui. C'était vraiment sympa de ta part et j'espère vraiment que tu arriveras au bout de ta transition, que tout se passera bien pour toi, que ça soit à Paris ou à Londres. Donc, on te souhaite le meilleur et de toute façon, on essaiera pour les gens qui nous regardent de donner des news
une fois que tu seras pasteur quelque part entre Paris et Londres. Donc, Ça merci marche. Merci, bah, avec plaisir, d'avoir avec grand plaisir. d'avoir répondu. Super, je te prie, avec Et à plaisir. bientôt. Salut. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends, vous a présenté À quoi le pont vers ta nouvelle vie pro, le podcast. Une production autour des informations pratiques et des outils pour assurer une bonne transition professionnelle, présentée par Ariane. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.